Alors pourquoi on s'investit dans cette démarche? Parce que déjà, elle propose une lecture renouvelée du territoire et de son développement. Et c'est vraiment un des rôles de l'agence, qui est dans l'accompagnement de la définition des politiques publiques, de pouvoir constamment développer la connaissance et donc innover dans son observation territoriale. C'est pour ça qu'on a une attention particulière aux nouvelles données, aux nouvelles façons d'observer, aux nouvelles façons de rendre aussi cette observation visible et partageable. On va parler, mais c'est aussi de se dire, dans cette nouvelle façon d'observer, c'est quel prisme, en fait, de regarder le développement sous un nouveau prisme. Et Didier l'a aussi dit en introduction, on a vraiment ces réflexions au sein de l'agence sur le développement du territoire en se disant finalement, on l'a regardé longtemps sur le prisme de l'attractivité, mais quand on regarde les usages et quand on s'intéresse aux gens qui pratiquent le territoire, finalement de se dire, est-ce que ce territoire déjà, il est hospitalier pour ceux qui sont là? Est-ce que finalement, l'enjeu c'est seulement d'attirer, mais plutôt aussi de conserver, de maintenir, de proposer aux gens, aux entreprises, aux associations, aux acteurs qui pratiquent ce territoire, de trouver tout ce dont ils ont besoin pour s'épanouir, pour se développer et pour créer des relations, des richesses, etc. Presque, j'ai envie de dire quand même, le sujet fondamental pour attirer, effectivement, c'est pas faire du marketing territorial, c'est bosser sur la capacité du territoire à répondre aux besoins des habitants présents ou qui viendraient. Et donc c'est revenir, peut-être je ne l'ai pas dit ça, mais même sur les sujets de développement économique, etc., le point clé, c'est la question du bien-être. Hein. Moi je vois, enfin, sur certains territoires qui ont du mal à... Des entreprises qui vont avoir du mal à recruter, les questions que posent les gens qui seraient susceptibles de venir, c'est quoi? Mais c'est est-ce que je pourrais me soigner, quoi? Est-ce que mes enfants ils pourront aller à l'école? Comment je vais me déplacer, etc. Donc c'est des questions. Alors la première chose, c'est l'ambition. Notre ambition, c'est de proposer une méthode pour que les territoires, et plus particulièrement, en tout cas dans un premier temps, les communes, définissent elles-mêmes leurs outils pour proposer une mesure, une définition du bien-être territorial en mobilisant l'ensemble des parties prenantes. Donc c'est à la fois composer une vision partagée du bien-être territorial, proposer des indicateurs de mesure qui font sens par rapport à cette vision partagée, et que tout ça vienne participer à une dynamique collective autour du projet de territoire. Donc vous l'aurez compris, et je pense que Alexis l'a bien exprimé, il y a un enjeu, voilà, une finalité autour de l'élaboration d'outils de mesure adaptés au territoire, qui est pour nous aussi importante que le processus, que ce qu'on va mettre en œuvre pour pouvoir mobiliser au mieux l'ensemble des parties prenantes. Et qu'est-ce qu'on en attend de cette démarche? La première chose qui est pour nous vraiment la plus importante, et puis qui est le premier bénéfice finalement attendu, c'est la portée symbolique. C'est le changement de regard sur ce qu'on considère comme la richesse d'un territoire, le progrès d'un territoire. Le deuxième, c'est le dialogue territorial. C'est ça, c'est finalement ces espaces de dialogue, ces espaces d'échange, de débat sur ce qui compte et ce qui devrait être préservé. Et enfin, c'est la mise en action, la mise en mouvement à partir de ce qui a pu être partagé et posé comme diagnostic finalement. On a identifié de multiples dimensions et articulé en 3 grands piliers finalement, 3 grands types d'éléments à prendre en compte pour appréhender le bien-être territorial. Et le premier fait référence à nos liens d'attache au territoire. En fonction de nos perceptions, nos représentations, de nos expériences, de notre vécu, on a des liens d'attache plus ou moins forts avec le territoire. On y est né ou on y est arrivé pour un travail, etc. Et puis finalement, on va être plus ou moins sensible au patrimoine, au cadre de vie et à tout ce qui fait l'identité territoriale du lieu. Et ça peut avoir un impact sur la manière dont on se sent bien ou moins bien, d'ailleurs, dans un territoire. Le deuxième grand pilier concerne la communauté de vie.
Vivre dans un territoire, c'est avoir des liens sociaux avec les gens qui y habitent. C'est appartenir à une communauté de vie. C'est rencontrer, partager, échanger à l'occasion de marchés, de fêtes, de festivités. C'est aussi avoir l'occasion de s'engager, de s'affirmer dans le cadre du tissu associatif, dans des collectifs, par des initiatives citoyennes. C'est se sentir en sécurité, plus ou moins, avec les autres, dans sa ville, dans son quartier. Et c'est entretenir des relations avec les institutions de confiance ou plus de méfiance parfois. Voilà. Le dernier pilier qu'on a identifié renvoie plutôt à la notion de territoire de vie. Parce que vivre dans un territoire, c'est s'y loger, c'est s'y déplacer, y travailler, étudier, y pratiquer des activités, etc. Et donc ça va être très en lien aussi avec l'ensemble des équipements, des services, des aménités qui se trouvent dans un territoire, à la fois qu'on peut aussi appréhender en termes de diversité, de qualité, d'accessibilité, accessibilité physique, mais aussi parfois culturelle, etc. Et donc voilà, c'est l'ensemble de ces éléments qui vont intervenir. Alors pour ce référentiel, finalement, on a fait le choix d'une facilitation graphique. C'était l'idée de communiquer aussi de manière plus inclusive finalement. Et puis cette planche, elle nous sert à plusieurs choses. D'abord, ça présente l'ensemble des déterminants à prendre en compte, mais elle nous sert aussi finalement de grille pour analyser la matière récoltée lors d'un entretien ou lors d'un travail en groupe, qu'on l'utilise de manière explicite ou pas finalement. C'est une grille d'analyse. Et puis elle nous sert aussi à partager la vision du bien-être d'un collectif, d'en rendre compte finalement, et donc d'en proposer une définition qualifiée et spécifiée en fonction des personnes à qui on s'adresse. Alors la deuxième étape, une fois qu'on a posé la définition, on arrive à la mesure, aux indicateurs. Donc je pense que souvent on a plutôt tendance à voir quelles sont les dimensions qui sont mesurables, et donc du coup qu'est-ce qu'on va pouvoir mesurer. Nous on l'a pris un peu dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on est vraiment parti du référentiel et des dimensions que Stéphanie vous a présentées pour se dire qu'est-ce qu'on souhaiterait mesurer par rapport à cette dimension en termes d'accessibilité, en termes de relations, etc. Sur tous les sujets, on a des différences géographiques marquées. Si vous regardez les niveaux de vie des populations, les inégalités de niveau de vie, les taux de chômage, si vous regardez les dynamiques de consommation foncière, si vous regardez les sols migratoires, les sols naturels, si vous regardez la biodiversité, quels que soient les sujets, on s'aperçoit qu'on a des différences géographiques fortes et que ça se joue à des échelles géographiques fines. C'est ça que j'appelle le fait territorial. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'enfermer dans des petits systèmes, mais ça veut dire quand même, ces différences-là, il faut en tenir compte. Et ça a une implication immédiate. Ça veut dire qu'on a des contextes et des dynamiques territoriales qui diffèrent. Et donc on peut avoir des problèmes qui diffèrent d'un endroit à l'autre, où les déterminants du problème peuvent différer d'un endroit à l'autre. Et que donc, on a besoin nécessairement, dans la majorité des cas, de compléter d'éventuelles politiques sociales, sectorielles, macroéconomiques, par des politiques territoriales. Pourquoi indicateur Eh bien, c'est la question des usages qui se pose. Donc, attention au risque de quantophrénie, de l'obsession du chiffre et d'une succession de chiffres qui soient présentés sans qu'ils soient pensés dans leurs usages. Mais c'est une attention que je dois me porter à moi-même aussi. Et donc, il faut, je pense, à chaque fois qu'on pense construction, élaboration d'indicateurs, je préfère ça que mesure, mais élaboration d'indicateurs, il faut penser les usages qu'on va en faire. Alors, les usages, ce sont bien sûr des usages d'autres narratifs.
Mais peut-être qu'on n'a pas besoin d'indicateurs pour penser d'autres narratifs. Je pense que si on est aussi sur la question d'indicateurs, c'est que précisément certains indicateurs sont extrêmement prééminents et ont cannibalisé d'une certaine manière toutes les manières de penser le monde autrement. Et donc on est un peu dans des formes de stat-activisme pour l'instant, c'est-à-dire œil pour œil, stat pour stat. On nous met des indicateurs de richesse, froid, dur, croissance, emploi, etc. Et en face, on voudrait y construire un autre narratif d'indicateurs. Mais il me semble quand même, donc c'est intéressant parce que ça permet de construire des conventions partagées autour de ces richesses des territoires. Le faire par la démocratie délibérative ou toute autre forme de démocratie qu'a évoqué le CERF tout à l'heure me semble absolument remarquable. Mais il faut quand même que, de manière très très imbriquée, on pense tout de suite la question des usages, c'est-à-dire est-ce que ça va conduire d'autres politiques publiques, qui va s'en emparer, comment, quel type d'objectif, parce que sinon, voilà, des tiroirs pleins d'indicateurs alternatifs, il y en a beaucoup, hein. Moi j'en connais plein parce que j'ai participé à beaucoup d'expérimentations, et bien sûr ça permet de changer notre rapport à un imaginaire différent, mais le passage entre produire cette narration commune et la mise en place d'autres actions, notamment publiques, mais pas seulement aussi, mais d'autres actions privées comprenant les entreprises, il y a encore là un pas et un espace qu'il faut encore combler. La première, c'est que la question des usages est hyper importante quand on expérimente. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut anticiper dès le départ. Quels usages, comment ça va atterrir dans des pratiques concrètes de travail, dans des habitudes, dans des routines. Et ça, c'est hyper important de l'anticiper. Donc c'est ce que vous avez fait voilà comment on arrive à co-créer la métrique, l'indicateur, en allant chercher des habitants, en allant chercher d'autres expertises qui est à la DUM, comment on la lit, comment on l'interprète. Et puis, qu'est-ce que ça implique en termes d'action ou de réaction. Voilà, on a, in fine, on aura un indicateur. Comment, avec cet indicateur, on arrive à créer des actions derrière. Ça s'appelle The Tyranny of Metrics, qui effectivement parle des indicateurs et qui sont partout. Ils sont partout. Et le questionnement que j'avais derrière, c'était de dire, mais est-ce que finalement, l'énergie qu'on passe à créer des indicateurs, elle vient pas un peu, elle est pas entre guillemets, elle a une valeur intrinsèque qui est un peu moins forte que celle de changer carrément les choses que l'on veut faire. Et face à ça, je me suis dit, ouais, mince, alors, c'est mieux de faire que d'observer. Et après, je me suis dit, effectivement, pour rebondir à ce que disait Grégory, justement, en fait, non, parce que quand on crée un nouvel indicateur, quand on crée un autre espace, un autre paradigme, une autre façon de voir les choses, je pense qu'on vient effectivement bousculer les représentations. Et quand on doit, effectivement, faire évoluer des changements, des comportements, des pratiques, c'est important de travailler aussi le champ des représentations, puisque c'est aussi ce qui guide notre action. En termes d'usage, c'est important pour la région, c'est une question qu'on avait rapidement travaillé dans le cadre d'une conférence citoyenne, parce que le fait d'associer les parties prenantes dans l'élaboration de ces indicateurs permet de renforcer un peu la valeur d'usage de ces indicateurs. J'ai souvent tendance à résumer un peu les usages on va dire en trois grandes catégories. Pour nous, d'abord, l'aide à la définition et au suivi de nos stratégies régionales. On a par exemple dans le cadre du SRADET, le schéma régional d'aménagement, développement durable et d'égalité des territoires. J'ai dit tel quel, donc j'ai droit à une minute en plus. Donc on a un parti pris stratégique qui est directement inspiré de nos travaux sur la qualité de vie, et donc avec un panier d'équipements qui définit dans le SRADET et des enjeux de qualité de vie qui sont directement inspirés des travaux qu'on a menés avec Florence et avec d'autres sur la question de la qualité de vie et du bien-être. Et dans le suivi de nos stratégies comme le SRADET ou la dynamique REF3 que vous connaissez, on a des différents indicateurs comme par exemple l'indice de développement humain qui est retenu pour mieux prendre en compte un peu le contexte du territoire dans la mise en œuvre de nos politiques et de nos stratégies. Un deuxième usage qui est un peu la question finalement de différencier l'action publique en fonction des territoires à enjeu. Et donc du coup tous ces travaux, et je pense que c'est un usage important à mon avis de la démarche bien-être, c'est un peu d'identifier des territoires en jeu, d'avoir une bonne intelligence des territoires et de leurs problématiques pour différencier l'action publique. Et donc par exemple, si je
Je reprends l'indice de développement humain à titre d'illustration. On le retient parmi avec d'autres dans la sélection de projets en réponse à des appels à projets, dans le cadre aujourd'hui des travaux qu'on mène sur la loi d'orientation des mobilités. Les différents travaux, les différents indicateurs qu'on a sur la question des paniers d'équipement sont utilisés pour identifier des territoires à enjeu, et notamment aussi tout ce qu'on avait fait autour de l'indice de fragilité numérique. On a un usage pour le déploiement des passes numériques. Donc je pense que c'est un usage important de mieux prendre en compte les problématiques spécifiques sur les territoires. Puis un troisième grand type d'usage qui est l'évaluation. Alors j'en parlerai tout à l'heure je pense dans les débouchés un peu de ce projet. Aujourd'hui, on s'est un peu limité à voir un peu l'adéquation de dispositifs de la région par rapport à des besoins spécifiques sur les territoires. Et je pense que c'est un usage, à mon avis, du référentiel qu'on pourra développer. Puis plus globalement, je pense aussi, et ça a été dit par Didier en introduction, c'est comment finalement ces travaux autour du bien-être, la question des indicateurs de qualité de vie, contribuent à changer le logiciel, contribuent à changer la vision qu'on a du développement territorial. Donc je pense que c'est peut-être l'usage qui est plus difficile à mesurer concrètement, mais je pense que c'est une question importante d'utiliser ces indicateurs pour changer la vision au niveau des élus, au niveau des acteurs publics, de ce qu'on a comme objectif en termes de développement territorial. Et je pense que cette démarche par rapport aux politiques publiques, à mon sens, elle est de nature à contribuer à faire exploser un peu les silos qui peuvent exister dans les politiques publiques. On est au cœur d'une transversalité, et certes, le mode de fonctionnement d'une institution comme l'AMEL ou d'autres historiquement a été érigé en silos. Les silos se décloisonnent, on apprend à se parler, et à travers nos travaux, on porte la voix de politique qui s'ouvre vraiment à l'ensemble des préoccupations des citoyens. Alors, parce que ça propose une lecture renouvelée, mais aussi parce qu'elle propose une vision systémique du développement du territoire. Et on en a beaucoup parlé, aussi avec Alexis, sur les enjeux de transition. On ne peut plus penser les politiques publiques de manière silotée. On est obligé de les penser autrement, de manière transversale. Et donc effectivement, et puis on en parlait aussi hier en préparant cette table ronde, les politiques d'accès à l'emploi, on ne pourra pas les regarder juste comme des politiques d'accès à l'emploi et les gens qui veulent chercher de l'emploi, mais aussi en se disant, tiens, il faut aussi qu'on travaille avec ceux qui font les politiques des mobilités. Et donc forcément, vu les enjeux de transition, cette vision systémique est importante. Et donc on l'a bien vu avec le référentiel du bien-être territorial, qu'on a besoin de développer des visions systémiques. Pour nous, ça a été aussi une réussite que notre président nous demande pour un exercice très formel qui est le bilan du schéma de cohérence territoriale, donc c'est réglementaire, etc., d'utiliser ce référentiel du bien-être territorial. Donc effectivement, on a été assez surpris de la demande et on a sauté sur l'occasion, et ça a été particulièrement apprécié par le conseil syndical du SCOT. Et donc c'est pour ça aussi, et donc j'ouvre vers la perspective, qu'on a une belle fenêtre de tir, puisque sur ce document de planification qui propose aussi une vision du territoire à 20-30 ans, qui aura potentiellement une révision après 2026, donc un cadre réglementaire, institutionnel, avec aussi des règles particulières. Donc ça, peut-être que ça aura changé d'ici là, mais sur la participation, enfin en tout cas la concertation publique, je fais exprès de prendre ce mot-là. On a une bonne fenêtre de tir d'ici là pour continuer à associer les parties prenantes, à recentrer aussi notre vision à moyen long terme sur les usages, et de se dire que finalement on arrivera à embarquer et à changer le regard sur les politiques publiques par rapport aux usages si on arrive à convaincre, à emmener les gens avec nous. Donc c'est aussi notre perspective, c'est dans les années à venir de continuer à expérimenter cette démarche, de convaincre aussi de changer de prisme et de mixer les expertises techniques, usages sans en chasser une ou l'autre. L'un
des vrais plus de la démarche qui nous réunit aujourd'hui, c'est un peu ce référentiel de la façon dont il est co-construit avec notamment les 3 piliers, les 14 dimensions. À la limite, le passage à l'indicateur, c'est pas forcément fondamental en fait. C'est important pour d'autres types d'usages, mais le référentiel en tant que tel, je pense qu'il peut aujourd'hui être utilisé pour de l'évaluation. On a eu toute une série de collectifs, des collectivités qui ont mis en place des budgets verts. Nous, on avait évalué un axe de nos programmes opérationnels de l'Union européenne sur une contribution en termes de résilience du territoire. On pourrait imaginer qu'on évalue des dispositifs de contractualisation territoriale, des budgets au regard de leur contribution aux différentes dimensions du bien-être. Et autant qu'il existe des budgets verts, on peut avoir des budgets bien-être. Je pense que c'est un usage, à mon avis, intéressant à venir de la démarche. Et donc, on peut imaginer, en tout cas, nous, avec les collègues de l'évaluation en région, on a quelques idées de dispositifs régionaux, de dispositifs de contractualisation qu'on pourrait évaluer au regard de leur contribution au bien-être territorial. Et donc, je pense que c'est référentiel. De la façon dont ils sont co-construits, de la façon dont ils peuvent être aussi amendés sur d'autres territoires. Je pense que la méthode est aussi reproductible. Je pense que c'est un usage intéressant à venir, de voir comment finalement une politique publique contribue au bien-être territorial. Et donc du coup, le passage aux indicateurs, j'allais dire, il peut être secondaire dans ce type d'évaluation. C'est souvent une erreur qu'on a peut-être collectivement commis sur ces types de démarches. C'est que souvent, par le passé, ça a créé de la frustration. C'est-à-dire que souvent, on présentait grandement différentes dimensions, des grilles un peu de bien-être, et puis on attendait le passage aux indicateurs, et puis quand on voyait les tableaux d'indicateurs en fonction de ce qui est disponible en termes de ressources de statistiques publiques, on disait, finalement, on retrouve les indicateurs un peu traditionnels. Et donc, je pense plutôt d'avoir une logique inverse aujourd'hui et de travailler sur ce référentiel pour dire en quoi un budget, en quoi une stratégie, elle contribue au bien-être territorial, donc d'avoir un peu, d'analyser ces contributions, notamment ici aux 14 dimensions que vous avez identifiées. Enfin, je partage totalement la démarche participative, etc. Les 14 dimensions mises en schéma, que les gens réfléchissent par rapport à ça, s'interrogent sur leurs besoins en fait, se loger, se déplacer, se soigner, etc. Bon. Si ça produit des changements dans la tête, dans les représentations des acteurs, si derrière on interroge sur quelle est notre, de manière plus qualitative, quelle est notre situation et comment on peut faire bouger les choses, sans attendre d'avoir un indicateur parfait pour mesurer, etc., j'ai envie de dire, allons-y. À côté de la production d'indicateurs, il me semble qu'il y a un enjeu fondamental à documenter les processus et les interdépendances. Ça a été un peu dit sur approche systémique. Parce qu'au-delà des indicateurs, ok, ça peut être intéressant de savoir quel est le niveau de vie, le degré d'inégalité, taux de chômage, je ne sais pas, le nombre de kilomètres parcourus pour aller bosser, etc. Bon. Mais ce qu'on a besoin de comprendre pour agir, c'est comment ça fait système. Pourquoi est-ce que les gens ils habitent à 50 km de leur boulot ? Est-ce que c'est du contraint, c'est du choisi ? Comment on peut faire bouger ça ? Où sont les lieux ? Donc il y a un enjeu, c'est pas que indicateur, c'est même peut-être secondairement, ou peut-être faut pas hiérarchiser, peu importe, mais c'est vraiment un enjeu de documentons les processus et les systèmes d'interdépendance. On a l'objectif ZAN. Alors au départ, on a un objectif de sobriété foncière que beaucoup de personnes peuvent partager, mais qui est transformé en réduction des surfaces de 50% à échéance 2030. Donc on transforme ça en objectif quantitatif, qu'on impose à toutes les régions. Et on dit aux régions, vous territorialisez ça parce qu'il ne faut pas que chaque territoire, ce soit moins 50. Bon, d'accord. Comment on fait ? Il y a un décret. Vous allez prendre telle donnée en compte, telle donnée, telle donnée, telle donnée, telle donnée. Donc il y a une espèce de pilotage par le haut sur la base de un exercice ultra techno, on peut dire, qui est totalement calamiteux, parce que alors là, ça fait la guerre sur tous les territoires. Et on oublie la sobriété foncière, parce que là, c'est la concurrence pour savoir comment je maximise mon enveloppe de consommation. Et puis chacun a les très bonnes raisons pour dire donnez-moi plus parce que je mérite, et l'autre il mérite pas. Bon. Sur ce qui est en train de s'inventer avec la COP et les COP régionales, etc., j'ai peur qu'on retombe un peu dans le même schéma. Des objectifs nationaux déclinés régionalement, qu'est-ce que ça va produire derrière ? Ce serait quoi l'alternative ? Une petite réflexion, ce serait de dire, sans doute qu'il faut repartir du bas, sans doute il faut repartir des projets de territoire. Et que dans l'idéal, je pense, il faudrait repartir des projets avec l'obsession, si possible, que l'ensemble des territoires se disent, l'objectif fondamental, c'est bien-être de tous dans le respect des limites planétaires. Donc que les territoires définissent leurs projets
en mesurant systématiquement l'impact sur l'ensemble des dimensions environnementales de ce qu'ils veulent faire, et qu'on arrive à agréger ça, par exemple à l'échelle des régions, qui peuvent être une instance aussi, où on pilote un ensemble de choses, pour voir ce que ça donne. C'est-à-dire si on agrège l'ensemble des projets portés par les territoires, et l'ensemble des impacts. Est-ce qu'on tient notre objectif de sobriété foncière? Est-ce qu'on tient notre objectif de réduction gaz à effet de serre, etc. On passe d'une logique descendante à une logique plus ascendante, où voilà, on fait remonter, et on redonne quand même aussi des marges de manœuvre au territoire, quoi.